bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je pense que c'est un honneur de participer à ce colloque magnifique. Alors, je ne suis pas historienne, je suis économiste du développement agricole. Mais ce qui s'est passé en Russie de la fin du 19e siècle à la fin des années 1920 m'intéresse pour plusieurs raisons. J'en citerai deux. Alors d'abord, l'existence en Russie, à cette époque, d'une école d'économie agricole qui a produit des travaux d'une très grande originalité et d'une qualité exceptionnelle. Donc on a coutume d'appeler cette école l'école russe de l'organisation de la production. Et son représentant le plus emblématique était Alexandre Tchaïanov. Deuxième raison, les débats sur le développement économique, sur le rôle de l'agriculture dans le développement et sur la manière dont ce développement peut être orienté par la puissance publique. Je pense que les premiers débats approfondis sur ces questions ont eu lieu en Russie à cette époque. Voilà. Alors, dans une première partie, je vais vous parler de ce qu'on appelle la question agraire en économie politique agraire. Il s'agit d'un débat issu des analyses de Marx sur la paysannerie. Je présenterai ce qu'en pensaient Lénine et Tchaïanov. Puis, dans une deuxième partie, je présenterai quelques données sur les campagnes russes, les lois foncières et la manière dont la révolution s'est déroulée dans les campagnes russes. Alors Marx a relativement peu écrit sur la paysannerie, mais ce sont des pages qui ont fait couler beaucoup d'encre. Dans la section du Capital intitulée « Transformation du surprofit en rente foncière », il y a une sous-section intitulée « Le métayage et la petite propriété paysanne ». Là, Marx explique que la paysannerie est un obstacle à l'accroissement de la productivité du travail. Je cite « Les moyens de production sont éparpillés à l'infini, tandis que les producteurs sont réduits à l'isolement. Le gaspillage de l'énergie humaine est immense. La propriété parcellaire exclut l'accroissement de la productivité sociale du travail. » Il explique aussi que les paysans vivent dans une misère indigne. Je cite, « La petite propriété foncière crée une classe de barbares qui combine toute la brutalité des sociétés primitives à toutes les peines et à toutes les misères des pays civilisés. » Il explique encore que ces paysans sont voués à disparaître en laissant place au capitalisme agraire. Je cite, « L'agriculture n'est pas encore soumise au système capitaliste, mais à un mode de production hérité de structures sociales disparues. » Or, dans les décennies qui suivent la mort de Marx, l'observation de nombreuses campagnes en Europe révèle des évolutions bien différentes de ce que Marx avait prévu. La paysannerie persiste, voire elle gagne du terrain au détriment des grands domaines dans certaines régions et à certaines époques. Le développement du capitalisme en agriculture est manifestement très difficile et très inégal selon les régions. Et il s'avère que la productivité de la terre est souvent plus élevée dans les petites exploitations. Donc, en économie politique agraire, ce qu'on appelle la question agraire, c'est justement tout cet ensemble de questions qui a préoccupé les partis socialistes européens au tournant des 19e et 20e siècles et qui pose les questions suivantes. Pourquoi est-ce que le développement du capitalisme agraire est aussi faible ? Est-ce que le capital va pouvoir investir le secteur agricole ? Si oui, de quelle manière ? Pourquoi est-ce que la paysannerie persiste ? Est-ce que la loi de la concentration est non valide pour le secteur agricole ? Et peut-être est-ce que toute la théorie économique de Marx est non valable pour le secteur agricole ? Quelles sont les structures de production agricole les plus souhaitables socialement ? Est-ce que ce sont des exploitations familiales ou bien de grandes structures capitalistes ou coopératives ou étatiques ? Alors, dans ce débat, Lénine a pris clairement parti en faveur des grandes structures. Pardon, j'ai fait un petit... voilà. Donc, Lénine a pris clairement parti en faveur des grandes structures de production agricole. Il l'exprime, par exemple, dans les thèses d'Avril, où il écrit « Le système de la petite exploitation en régime de production marchande
ne peut pas affranchir l'humanité de la misère des masses, de leur oppression. Il faut faire de tout grand domaine exproprié une grande exploitation rationnelle, placée sous le contrôle des soviets. Il faut nationaliser toutes les terres et les faire administrer par les soviets régionaux et locaux. Cela étant, même dans les thèses d'Avril, conscient de ce qui se passait sur le terrain, il écrit « Dans l'immédiat, il faut appeler les paysans à réaliser la confiscation des terres appartenant aux grands propriétaires fonciers ». Alors Tchaïanov, au contraire, se prononce en faveur des exploitations familiales. Il fonde son avis sur de très nombreux travaux empiriques, les siens propres et ceux de ses collègues. Et sur cette base, il renvoie dos à dos la représentation marxiste des paysans et le modèle néoclassique du producteur, en disant que ni l'un ni l'autre ne permettent de rendre compte des faits réels. Et son projet intellectuel est, par une démarche inductive, d'élaborer des concepts économiques spécifiques et des modèles qui vont permettre de représenter les entreprises à main-d'œuvre familiale, qu'elles soient d'ailleurs agricoles ou non, et cela sans référence au fonctionnement d'une firme capitaliste. Alors, selon les travaux de Tchaïanov, la paysannerie a une capacité particulièrement forte de résistance à l'adversité. Il fait aussi ressortir que la productivité de la terre est d'autant plus élevée que les exploitations agricoles sont petites. Et il fait ressortir aussi qu'en agriculture, il existe des déséconomies d'échelle. Autrement dit, quand la taille des unités de production augmente, des coûts de production supplémentaires apparaissent qui sont liés à l'extension de l'activité dans l'espace. Et de ça, il résulte que la taille optimale des unités de production varie en fonction de la nature de la production, qu'il s'agisse de céréales ou de légumes ou de fruits ou de différents types d'animaux. Donc, selon Tchaïanov, ce qui va dans l'intérêt général, c'est un secteur agricole constitué d'exploitations familiales individuelles, mais, et j'insiste là-dessus, des exploitations qui coopèrent entre elles pour diverses fonctions économiques, comme par exemple l'approvisionnement en intrants et en machines, la vente de produits et de crédits. Mais l'intérêt général n'est pas dans un secteur agricole constitué de grandes structures de production. Alors, en 1920, Tchaïanov publie une utopie sous le pseudonyme de Ivan Kremniov, Voyage de mon frère Alexis au pays de l'utopie paysanne, 1984. Donc c'est un véritable contre-programme contre le communisme de guerre, la politique dirigiste, l'État centralisateur dont on nous a parlé tout à l'heure. Et c'est aussi, je dirais, un contre-programme par rapport à la collectivisation et la prolétarisation des paysans qui étaient en germe à l'époque. Alors, il y défend, je le cite, un système agricole familial où la libre initiative personnelle donne à chaque être humain la faculté de manifester toutes les possibilités de son épanouissement spirituel, tout en lui permettant d'utiliser, lorsque c'est nécessaire, toute la puissance de la grande exploitation collective, ainsi que celle des structures sociales et administratives. Donc on va passer maintenant à des choses un petit peu plus concrètes. Donc tout d'abord, quelques données sur les campagnes russes au début du XXe siècle. Donc la paysannerie représente les 3/4 de la population, c'est-à-dire environ 100 millions de personnes, qui sont organisées en exploitation agricole familiale. On en dénombre 21 millions en 1921. Donc le principe de base d'une exploitation agricole familiale, c'est que tous les membres de la famille participent aux travaux agricoles et consomment les produits de ce travail familial. Donc ces exploitations familiales appartiennent à des communes paysannes. On en dénombre 320 000 au moment de la Révolution. Qu'est-ce qu'une commune paysanne ? C'est un ensemble de familles paysannes et de terres. Et un organe important de la commune est l'assemblée communale, qui rassemble tous les hommes chefs de famille,
et qui discute publiquement et prend des décisions sur de nombreux aspects de la vie de la commune. C'est la commune paysanne qui a la propriété éminente de la terre et l'Assemblée communale redistribue périodiquement les terres de culture entre les familles paysannes en fonction donc de la main-d'œuvre disponible dans chaque famille, du nombre de bouches à nourrir dans chaque famille, en fonction aussi de la qualité des terres et de leur distance au village. Donc ça veut dire que chaque famille a un droit d'usage et d'usufruit individuel, temporaire, sur les terres de culture. Alors quels sont les différents types de terres que l'on peut distinguer ? Donc j'ai schématisé à l'intérieur de l'ellipse les terres d'une commune paysanne et autour apparaissent des terres qui appartiennent en propriété privée à la noblesse ou au tsar ou à l'église ou à des marchands ou encore, et ça ne figure pas sur la diapositive, elles peuvent aussi appartenir à des familles paysannes qui ont quitté les communes suite à la réforme de Stolypine. Alors l'outillage est rudimentaire, beaucoup de paysans disposent d'outils manuels seulement et n'ont pas accès à des outils attelés à des animaux. Donc en conséquence, la productivité et les revenus sont très faibles et pourtant les impôts et les rentes représentent près de 20% des revenus en 1913. Donc la pauvreté est très grande. Il y a une certaine différenciation paysanne, mais je vais passer là-dessus parce que je vois que le temps passe. Donc, quels sont les souhaits des paysans en 1917 ? D'après les lettres qui sont envoyées au gouvernement provisoire par les assemblées communales, c'est que les terres non paysannes soient confisquées sans indemnité et distribuées gratuitement aux familles, et que les terres soient réparties par les assemblées communales selon le nombre de bras et de bouches à nourrir dans chaque famille. Nicolas Werth cite un paysan pauvre exprimant ses souhaits en 1924, que chaque paysan ait 2 ou 3 chevaux, autant de vaches, paie sans se lamenter ses impôts et vive dans une belle isba en mangeant de bonnes choses. Sacré coulac donc, hein. Voilà, alors que font les lois ? Que font les lois ? Comme vous le savez sans doute, le décret sur la terre et la loi foncière de 1918 répondent aux souhaits qui viennent d'être exprimés, c'est-à-dire qu'ils vont abolir la propriété privée de la terre sans indemnité, nationaliser les terres des anciens grands domaines, le cheptel, les outils vont être mis à la disposition des comités agraires locaux et redistribués avec un droit d'usage et d'usufruit à ceux qui travaillent la terre selon une norme de travail ou de consommation avec une redistribution périodique selon la coutume. Donc. Le travail salarié est interdit et la location de la terre est interdite. Alors Lénine a commenté ce décret sur la terre comme indiqué ici. En tant que gouvernement démocratique, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte des décisions des masses, même si nous ne sommes pas d'accord avec elles. Mais les paysans eux-mêmes apprendront où se trouve la vérité quand ils mettront la loi en pratique. La vie est la meilleure école, elle montrera qui a raison. Donc c'est bien contraint et forcé qu'il donne cette orientation au décret sur la terre. Il laisse entendre qu'il faut attendre que les paysans comprennent avant de se lancer dans des réformes contraires, ce qu'il confirmera par la suite dans d'autres écrits. Mais je dois dire que je trouve quand même assez paradoxal, pour dire le moins, qu'il laisse entendre que lui-même a plus été à l'école de la vie en matière d'agriculture que les paysans. Mais bon, je ferme la parenthèse, Lénine ayant parlé ici. Voilà. Alors, ce décret sur la terre a été fortement critiqué par Rosa Luxembourg, qui disait que ce mot d'ordre « partagez, prenez et partagez-vous la terre » était un mot d'ordre petit bourgeois, habile politiquement, mais qui renforcerait les petites et moyennes exploitations familiales et qui ferait obstacle à la socialisation de l'agriculture. Le Code foncier de 1922
a en fait réinstitué en tant que loi les principes fondamentaux de la coutume paysanne, ce qui était déjà le cas sur la période 1861-1905, avec cependant deux différences majeures. Les femmes ont les mêmes droits sur la terre que les hommes, et tous les membres adultes d'un ménage, et pas seulement le chef, sont membres de l'Assemblée communale. Alors cependant, il ne faut pas surestimer les effets des lois, d'une part parce qu'elles entérinent en partie ce qui se passe dans les campagnes, et aussi parce qu'il n'y a pas de réel pouvoir soviétique dans les campagnes. Beaucoup de villages sont très isolés, et il y a 320 000 communes paysannes pour 50 000 soviets ruraux. Quels sont les principaux changements dans les campagnes à partir d'avril 1917 ? Comme vous le savez sans doute, les terres non paysannes sont saisies et redistribuées par les assemblées communales selon la coutume. Les animaux et les matériels aussi sont saisis et redistribués. Alors, cela entraîne une certaine réduction des inégalités d'accès à la terre, puisque d'après Nicolas Werth, entre 1917 et 1920, la proportion de paysans sans terre passe de 12 à 4%, et la proportion de paysans exploitant plus de 10 hectares baisse de 7 à 2%. Cela étant, il y a un manque cruel d'outils, notamment d'outils attelés et d'animaux, qui fait que de nombreux paysans pauvres doivent en fait louer leurs terres à vil prix. Ils ne peuvent pas les cultiver eux-mêmes, et donc ils les louent, même si c'est évidemment interdit par la loi. Alors la Révolution, et ça a été dit dans l'une des interventions précédentes, amène aussi donc la crise économique, des réquisitions, dans un contexte de guerre civile et de communisme de guerre, même si au départ il devait y avoir une diminution considérable des impôts et des redevances. Mais globalement, la Révolution, dans ses premières années, conduit au renforcement des communes paysannes, dont les fonctions sont étendues à tous les aspects de la vie sociale, services publics, maintien de l'ordre, règlement des litiges. Encore une fois, le pouvoir soviétique est faible dans les campagnes pendant les premières années de la Révolution. Alors, de par la loi, il y a plus de jeunes hommes, effectivement, qui participent aux assemblées communales, mais toujours aussi peu de femmes. Conclusion. Alors, par rapport au débat sur la question agraire, la Révolution russe, dans ses premières années, fait clairement pencher la balance du côté des exploitations familiales. Pour autant, s'est-elle faite contre Marx ? Cela dépend de quel Marx on parle. Peu de temps avant sa mort, Marx écrivait à Vera Zasulich « Si la révolution russe se fait en temps opportun, si elle concentre toutes ses forces pour assurer l'essor libre de la commune rurale, celle-ci se développera bientôt comme élément régénérateur de la société russe et comme élément de supériorité sur les pays asservis par le régime capitaliste. Libérer les communes paysannes, c'est bien ce qu'a fait la Révolution dans un premier temps. Mais au cours des années 20, une doxa s'est constituée chez les cadres du PC, et pour faire écho aux présentations d'hier, je devrais dire chez les bureaucrates du PC, stipulant que le progrès social passera par l'industrialisation, les grandes structures agricoles sont plus efficaces économiquement et plus souhaitables politiquement, il faut prélever des ressources dans le secteur agricole pour faire de l'accumulation socialiste primitive et financer l'industrialisation, donc une position très inspirée par Preobrazhensky, et la paysannerie est petite bourgeoise, réactionnaire, et elle doit disparaître. Et cela aboutira à la collectivisation, qui fera pencher la balance en faveur des grandes structures de production agricole et conduira à la destruction de la civilisation paysanne russe. Merci pour votre attention. Merci infiniment aux trois oratrices et orateurs.
puisque contrairement à ce que pense